En octobre 1879, deux enfants arrivèrent dans une ancienne caserne militaire reconvertie à Carlisle, en Pennsylvanie. Un garçon Cheyenne du nom de Matavito Horse et une fille Arapaho du nom de Lia Rod Traveller. L'école n'avait même pas encore tenu sa première classe. Il faisait partie de ses tout premiers élèves, arrachés au territoire indien et mis dans un train en direction de l'Est, plus loin de chez eux qu'aucun des deux n'avait probablement jamais été. Quelques années plus tard, tous les deux étaient morts. Enterrés dans un petit cimetière sur le terrain de l'école, très loin des plaines où ils étaient nés, il faudrait plus de 140 ans pour qu'ils rentrent chez eux. Ce que personne dans ce train avec eux en 1879 n'aurait pu savoir, c'est que Matavito et Lia n'étaient pas simplement deux enfants envoyés à l'école. Ils faisaient partie des premiers participants d'une expérience fédérale qui finirait par entraîner des dizaines de milliers d'enfants issus de plus de 140 nations tribales, durerait près d'un siècle et laisserait derrière elle une politique si précise dans son objectif que l'homme qui l'avait fondée l'avait résumé en 6 mots: tuer l'Indien, sauver l'homme. Voici l'histoire de l'école qui a tout déclenché et du système qu'elle a bâti. Les Grandes Plaines, la décennie précédant l'ouverture de Carlisle. Les guerres étaient pour l'essentiel terminées, non pas par traité, mais plutôt par épuisement. Les troupeaux de bisons, dont les nations des plaines avaient dépendu pendant des générations, étaient décimés par des chasseurs commerciaux, parfois avec la bénédiction tacite de l'armée, puisqu'une nation affamée est plus facile à gérer qu'une nation nourrie. Des tribus qui avaient tenu tête à l'armée des États-Unis quelques années auparavant étaient désormais confinées dans des réserves, dépendantes de rations fédérales qui pouvaient arriver en retard, arriver en quantité insuffisante, ou tout simplement ne pas arriver du tout, à la discrétion d'un agent des affaires indiennes. C'était une position où il ne restait presque plus aucun levier. L'homme qui allait fonder Carlisle n'était pas un éducateur. C'était un officier de cavalerie du nom de Richard Henry Pratt, et il avait passé des années à combattre des guerriers Comanches, Cheyennes, Kiowas et Arapaho à travers le territoire indien. En 1875, l'armée lui confia une mission différente. Il reçut l'ordre d'escorter un groupe de prisonniers de guerre Cheyennes, Comanches, Kiowas et Caddo jusqu'à Fort Marion, une ancienne forteresse espagnole à Sainte-Augustine, en Floride, à des milliers de kilomètres de tout ce qu'il connaissait. À Fort Marion, Pratt entreprit quelque chose d'inhabituel. Il coupa les cheveux des prisonniers, les habilla d'uniformes de style militaire et invita les habitants de la ville à venir leur enseigner l'anglais. Il testait, selon ses propres témoignages ultérieurs, une théorie. La culture d'une personne autochtone, en était-il venu à croire, ne faisait pas partie de ce qu'elle était. C'était plutôt une maladie posée sur la personne en dessous, et si la culture pouvait être arrachée assez vite et assez tôt, ce qui resterait serait quelqu'un que le pays pourrait utiliser. Pratt regarda d'anciens combattants apprendre à lire, poser pour des photographies dans des costumes empruntés et démontrer leur transformation devant des journalistes et des groupes religieux en visite. Il décida qu'il avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être étendu et que cela fonctionnerait encore mieux sur des enfants que sur des hommes adultes qui se souvenaient encore parfaitement de qui ils avaient été avant la Floride. En 1879, il persuada le Bureau des Affaires indiennes de le laisser essayer sa méthode sur des enfants et de l'essayer loin de toute réserve, dans un endroit où il ne resterait plus rien de familier pour les ramener en arrière. L'armée lui donna un poste abandonné appelé les casernes de Carlisle, tranquillement situé dans le centre de la Pennsylvanie. Pratt avait besoin d'élèves. Alors cet été, là, il voyagea vers l'ouest, dans le territoire du Dakota, pour en trouver. Il n'avait pas encore l'autorité pour simplement prendre des enfants, alors il parla. Il s'assit avec des chefs Lakota, dont Spotted Tail et Red Cloud, qui avaient tous deux guidé leur peuple à travers des années de guerre contre l'armée même dans laquelle Pratt avait servi, et il leur fit un argumentaire précis. Les traités utilisés pour prendre leurs terres, leur dit-il, étaient écrits dans une langue que leurs enfants ne savaient pas lire, et l'éducation était la seule véritable défense contre le risque d'être trompés à nouveau. Cela fonctionna. Des fils de Spotted Tail et de Red Cloud eux-mêmes figuraient parmi les enfants envoyés à Carlisle cette première année, en partie au moins selon le raisonnement de leurs propres parents,
qui considérait cela comme un geste défensif fait en connaissance de cause. C'était la version de l'histoire que Pratt aimait raconter pour le restant de sa vie. C'était vrai pour certaines familles cette première année. Cela n'allait pas rester vrai très longtemps. À mesure que Carlyle grandissait et que le modèle était reproduit dans des écoles à travers le pays, la part volontaire des inscriptions s'amenuisa rapidement. Les agents indiens contrôlaient le flux de rations vers les familles des réserves, et les agents cherchant à atteindre les quotas fédéraux d'inscription apprirent vite qu'une famille en manque de nourriture était une famille plus susceptible de céder un enfant. La police de réserve, employée par l'agence même qui administrait la réserve, était utilisée pour faire pression sur les familles qui résistaient. Dans certains cas documentés, des enfants étaient enlevés comme une sorte de garantie politique, un moyen de s'assurer qu'un chef ou un notable maintenait son peuple coopératif, car il est beaucoup plus difficile d'organiser une résistance quand le gouvernement détient votre fils ou votre fille à 1600 km de là. Une fois un enfant inscrit, il était mis dans un train, et pas pour un court trajet. Des enfants des territoires du Dakota et du Montana, du territoire indien dans ce qui est aujourd'hui l'Oklahoma, de la nation Navajo dans le sud-ouest, et finalement de régions aussi lointaines que les côtes de l'Alaska, voyageaient pendant des jours à travers un pays que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu sur une carte, escortés par des étrangers vers une école dont ils ne pouvaient pas encore prononcer le nom. Certains d'entre eux avaient 5 ans. 13 ans après avoir fondé Carlyle, en 1892, Pratt se tint devant la 19e conférence annuelle des œuvres de charité et de correction et exposa exactement ce qu'il cherchait à accomplir. Il reprit une vieille formule militaire selon laquelle le seul bon Indien était un Indien mort et dit à l'Assemblée qu'il était d'accord avec elle moyennant un ajustement précis. « Tout ce qu'il y a d'Indiens dans la race devrait être mort, dit-il. Tuer l'Indien en lui et sauver l'homme. » Il ne le disait pas comme un appel à la violence, et sur ce point précis, les archives historiques lui donnent raison. Il le disait comme une philosophie de remplacement culturel total, appliquée à des enfants trop jeunes pour avoir leur mot à dire dans l'échange. La langue, la religion, la structure familiale, les vêtements, même le nom d'une personne, tout cela, dans le cadre de pensée de Pratt, était la maladie. L'enfant en dessous était le patient qui méritait d'être sauvé. Voilà la théorie. Ce à quoi elle ressemblait concrètement commençait à l'instant même où un enfant descendait du train. L'arrivée à Carlyle suivait à peu près la même séquence pour presque chaque enfant, qu'il soit arrivé en 1879 ou en 1899. Luther Standing Bear, un garçon Oglala Lakota, qui faisait partie de ce premier groupe recruté dans le territoire du Dakota, en a écrit des décennies plus tard dans ses mémoires. « Mon peuple les Sioux ». La première chose qui arrivait, pour presque tout le monde, c'était la coupe de cheveux. Pour de nombreuses nations des plaines, couper les cheveux courts d'une personne était réservé au deuil quand un proche mourait. Le personnel de Carlyle coupait les cheveux de chaque nouvel arrivant comme une simple question de routine, sans aucune exception offerte et, dans la plupart des cas, sans aucune explication donnée. Standing Bear décrivit ce moment simplement. Après qu'on lui eut coupé les cheveux, écrivit-il, il sentit qu'il n'était plus indien, qu'il ne serait plus jamais qu'une imitation d'homme blanc. Zitkalasa, une fille Yankton Dakota, arrivée dans un pensionnat presque identique dans l'Indiana à l'âge de 8 ans, décrivit comment elle avait activement résisté. Elle s'était cachée sous un lit. Le personnel la trouva, la traîna dehors, l'attacha à une chaise et lui coupa les tresses de force pendant qu'elle se débattait contre eux tout du long. « Alors j'ai perdu mon esprit », écrivit-elle des années plus tard. Après la coupe de cheveux venait l'uniforme. Les garçons recevaient des vestes raides de style militaire et des pantalons. Les filles étaient mises dans des robes de style victorien, des chaussures serrées et des sous-vêtements qui étaient, selon leur propre témoignage ultérieur, douloureux après une vie passée en mocassins et en vêtements traditionnels plus amples. Puis venait le nom. Le personnel amenait les enfants dans une pièce avec une liste de prénoms anglais écrits à la craie sur un tableau ou sur des cartes, et chaque enfant devait en désigner un du doigt ou s'en voyait tout simplement attribuer un, généralement sans aucune explication sur ce que le nouveau nom signifiait ou pourquoi on le lui donnait.
Standing Bear décrivait plus tard avoir choisi le nom Luther essentiellement au hasard, en pointant du doigt des signes inconnus sur un mur. Des enfants qui s'appelaient Petit Ours ou Élan debout, ou qui portaient un nom gagné à travers une histoire familiale ou une cérémonie, étaient désormais Tom ou Dick ou Harry ou n'importe quel prénom anglais qui restait sur la liste ce matin-là. Les langues autochtones étaient interdites dès l'instant où un enfant arrivait, dans les salles de classe, dans les dortoirs, sur le terrain de l'école en général. La punition pour avoir été pris à parler une langue maternelle allait de repas supprimés à des châtiments corporels, et les propres registres internes de l'école traitent l'application de la règle linguistique comme l'une de ses priorités centrales au quotidien, pas comme une question secondaire survenant occasionnellement. Les frères et sœurs arrivant ensemble étaient fréquemment séparés, les garçons logés dans un bâtiment, les filles dans un autre, avec des contacts limités autorisés entre eux. Pour un enfant qui venait de perdre sa langue, ses vêtements et son nom dans le même après-midi, un frère ou une sœur était souvent la dernière chose familière qui restait. La structure quotidienne de Carlisle s'assurait que ce fil-là aussi était coupé. Le photographe de l'école, un homme nommé John Chott, documentait les résultats pour ceux qui finançaient le programme. Ces images les plus diffusées montrent le même élève deux fois, une fois à l'arrivée en tenue traditionnelle avec de longs cheveux, puis quelques mois plus tard en uniforme, les cheveux coupés courts, posant de manière formelle dans un studio. Un élève navajo du nom de Tom Torlino apparaît dans l'une des paires de photos les plus reproduites, et Pratt utilisait des photographies comme les siennes dans des documents de collecte de fonds et dans des rapports au Congrès comme preuve que la méthode fonctionnait. L'avant et l'après n'étaient pas présentés comme une perte. Ils étaient présentés comme une réussite, imprimée et envoyée par courrier. Au bout de quelques semaines passées à Carlisle, un élève avait perdu ses cheveux, ses vêtements, son nom, sa langue, et souvent aussi la compagnie de ses frères et sœurs, en échange d'un lit dans un bâtiment construit spécifiquement pour mener cette expérience sur lui. Et ce n'était que le point d'entrée. Ce qui venait ensuite était un emploi du temps conçu pour remplir chaque heure d'éveil restante. Carlisle fonctionnait sur un modèle militaire parce que Pratt était un militaire et ne voyait aucune raison d'abandonner la seule structure à laquelle il ait jamais fait confiance. Les élèves marchaient en formation entre les bâtiments. Des cloches et des clairons marquaient chaque transition. La discipline pour les infractions, ce qui pouvait signifier aussi bien parler une langue autochtone que ne pas terminer un travail assigné, allait de l'isolement en cellule au travail supplémentaire en passant par les châtiments corporels. Tout cela est documenté dans les témoignages de survivants et dans les propres registres disciplinaires de l'école. Environ la moitié de chaque journée, par conception, n'était pas consacrée à une salle de classe, mais à ce que l'école appelait la formation industrielle. Les garçons étaient affectés à des métiers: forge, menuiserie, couture, cordonnerie, imprimerie, agriculture. Les filles étaient affectées aux travaux domestiques: cuisine, lessive, couture, entretien, ménager général. L'objectif déclaré était l'enseignement professionnel. L'objectif réel était que Carlisle fonctionnait en grande partie grâce au travail non rémunéré des enfants qu'elle prétendait servir, lesquels produisaient une bonne partie de la nourriture, des vêtements et de l'entretien qui faisaient tourner l'institution au quotidien. L'élément le plus distinctif du système de Pratt était ce qu'on appelait le programme de placement extérieur. Dans ce cadre, des élèves, parfois pour un été, parfois pour un an ou plus, étaient placés chez des familles blanches dans la campagne pennsylvanienne, effectuant du travail agricole ou domestique en échange de salaires que l'école conservait en fiducie, plutôt que de payer l'élève directement. Pratt le décrivait comme la voie la plus rapide possible vers ce qu'il appelait l'américanisation, puisque cela plaçait un enfant au sein d'un foyer blanc sans aucun autre élève autochtone à proximité. Pour certains élèves, le programme de placement ouvrit de véritables portes. Standing Bear fut placé comme stagiaire au grand magasin de John Wanamaker à Philadelphie et fut rapidement promu grâce à son éthique de travail. Plus tard, à mesure que le programme s'étendait, des garçons plus âgés de Carlisle furent envoyés dans des placements industriels, y compris dans les opérations de la Ford Motor Company à Détroit et dans les chantiers navals de Oak Island,
près de Philadelphie. Pour d'autres, le même programme signifiait un isolement total. Un enfant placé seul dans une famille de fermiers en Pennsylvanie rurale n'avait aucun autre élève autochtone à qui parler, personne qui parlait sa langue et aucun contrôle extérieur sur la façon dont il était réellement traité. Les réformateurs de l'époque brandissaient le programme de placement comme preuve que l'assimilation fonctionnait. Ce qu'ils faisaient aussi, plus discrètement, c'était arracher la dernière couche de communauté qu'il restait à un élève de Carlisle. Les autres élèves qui comprenaient sans qu'on le leur dise exactement ce qui leur avait été pris. Pratt dirigea Carlisle pendant 25 ans, et à la fin de cette période, la franchise même qui avait bâti l'école était devenue un handicap pour ceux qui la finançaient. Il était devenu un critique de plus en plus virulent du système de réserve lui-même, arguant que l'approche du Bureau des Affaires indiennes maintenait les Autochtones dans la dépendance au lieu de les assimiler, ce qui le mettait en conflit avec les mêmes fonctionnaires fédéraux qui contrôlaient son budget. Au printemps de 1904, après des années de friction sur le financement, le personnel et la politique du bureau, Pratt dénonça publiquement le système de réserve et l'agence qui le dirigeait. En juin de cette année-là, il fut contraint à la retraite, écarté de l'école qu'il avait passé un quart de siècle à construire. Son remplaçant, un capitaine nommé William Mercer, atténua une partie du militarisme strict que Pratt avait instauré, et c'est dans cette version légèrement adoucie de Carlisle, seulement quelques semaines après le départ de Pratt, qu'un élève Sac et Fox de 15 ans nommé Jim Thorpe franchit les grilles pour la première fois. Pendant quelques années ensuite, Carlisle devint célèbre pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec les coupes de cheveux ou le travail industriel. Sous la direction d'un entraîneur nommé Glenn Pap Warner, l'école aligne à une équipe de football américain qui était systématiquement plus petite que ses adversaires et qui les battait quand même systématiquement en exécutant des jeux que personne d'autre dans le pays n'avait essayé, y compris un tour du ballon caché qui trompa une équipe de Harvardais largement favorite en 1903. Thorpe, qui ne se présenta même pas aux sélections de l'équipe première avant 1907, se révéla être le meilleur athlète que la plupart des entraîneurs de la côte Est aient jamais vu jouer, et en 1912, il représentait les États-Unis aux Jeux olympiques de Stockholm, remportant l'or au décathlon et au pentathlon. Le roi de Suède lui aurait dit qu'il était le plus grand athlète du monde. La réponse de Thorpe, selon la version habituellement racontée, se résuma à 2 mots « Merci, sire ». Les médailles ne restèrent pas siennes longtemps. Les officiels olympiques les lui retirèrent l'année suivante après avoir appris que Thorpe avait un jour été payé un petit salaire pour jouer au baseball en ligue mineure, une pratique courante parmi les athlètes universitaires de l'époque, qui ne lui coûta son statut d'amateur que parce que quelqu'un avait cherché une raison de le lui retirer. Le programme de football de Carlisle continua jusqu'à la fermeture de l'école elle-même, battant Harvard, l'armée et Penn en chemin, et pour beaucoup d'Américains qui n'avaient jamais pensé à l'école autrement, cette équipe était toute l'histoire. Cela vaut la peine de s'arrêter sur la raison pour laquelle cette partie précise de l'histoire de Carlisle est celle dont on se souvient avec affection. Un programme construit, en partie, pour prouver que le modèle d'assimilation de Pratt fonctionnait, offrait un véritable spectacle palpitant de l'outsider la plupart des samedis, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les foules à Cambridge et à Philadelphie étaient heureuses de l'acclamer sans se demander à quoi ressemblait le reste de la semaine des élèves. Plusieurs des joueurs qui étaient passés par ce programme devinrent plus tard des défenseurs déclarés des droits des Autochtones et de l'autodétermination, utilisant précisément la confiance et la tribune publique que Carlisle avait bâtie en eux, dans une direction que Pratt n'avait jamais envisagée et qu'il n'aurait probablement pas souhaité. Mais le stade de l'école n'était pas tout le campus, et la foule qui acclamait un samedi après-midi n'avait aucun moyen de voir ce qui se passait dans les dortoirs la plupart des autres jours de l'année. Au début du XXe siècle, les taux de tuberculose parmi les Amérindiens, tant dans les réserves qu'à l'intérieur du système fédéral des pensionnats, étaient 4 fois supérieurs ou plus aux taux observés dans la population générale. Environ 3 élèves sur 10 dans les pensionnats indiens à l'échelle nationale souffraient de trachome,
une infection oculaire contagieuse et souvent aveuglante. La rougeole, les oreillons et d'autres maladies se propageaient facilement dans des dortoirs surpeuplés et mal ventilés, aggravés par une alimentation insuffisante et par des organismes d'enfants qui n'avaient jamais été exposés à certaines des maladies qu'ils contractaient. L'exemple le plus clair, le plus brutal, de la dangerosité mortelle de ce système concerne un groupe dont Carlyle n'aurait probablement jamais dû accepter d'élèves. Après la reddition du chef apache Geronimo en 1886, mettant fin à la dernière grande campagne militaire des guerres apaches dans le sud-ouest, l'armée expédia la quasi-totalité de la tribu Chiricahua, apache en Floride, puis en Alabama, en tant que prisonniers de guerre. Environ 500 personnes, y compris des éclaireurs apaches qui avaient aidé l'armée à traquer Geronimo lui-même. Tandis que ses parents étaient détenus par l'armée à 1600 km de chez eux, environ 106 de leurs enfants furent envoyés à Carlyle. En 1889, 3 ans plus tard, au moins 27 d'entre eux étaient morts de tuberculose, dont 2 fils d'un chef ayant accepté la reddition nommée Chatto. Des parents, toujours prisonniers en Alabama, commencèrent à cacher leurs enfants restants plutôt que d'en confier davantage à la même école. Carlyle n'était pas une exception à tout cela. C'était, si quelque chose, le modèle que le reste du système suivait, danger compris. Certains élèves malades étaient renvoyés chez eux avant que la mort ne semble probable. Beaucoup d'autres ne l'étaient pas, soit parce que l'école n'agissait pas assez vite, soit parce qu'une famille à 1600 km ne pouvait tout simplement pas être jointe ou prise en charge à temps. Ces élèves mouraient à Carlyle et Carlyle les enterrait là, dans un cimetière scolaire à quelques pas des salles de classe et plus tard du terrain de football. Matavito Horse et Lia Rode Traveler, les 2 enfants qui ont ouvert cette histoire, figuraient parmi les tout premiers d'entre eux, mourant dans les premières années suivant cette première arrivée de 1879, avant même que l'école n'ait pris son rythme de croisière. Un garçon Cheyenne et une fille Arapaho, leur nom inscrit dans un registre de cimetière en Pennsylvanie, très loin de chez eux. Standing Bear survécut à ses propres années à Carlyle, mais il regarda d'autres élèves ne pas y parvenir. Écrivant des décennies plus tard, il résuma le bilan en une seule phrase simple. Dans le cimetière de Carlyle, dit-il, la plupart des tombes sont celles de tout petits. En 1881, adolescent, il écrivit une courte lettre chez lui qui survit dans le propre journal de l'école, disant simplement à son père qu'il avait été malade, mais qu'il allait bien maintenant, et demandant des nouvelles de la santé de sa mère en retour. C'est le genre de lettre qu'un enfant qui a le mal du pays écrit. C'est aussi, étant donné combien de ses camarades n'eurent jamais l'occasion d'en envoyer une, un petit coup de chance dont il semblait savoir qu'il bénéficiait. Les archives conservées par des historiens tribaux et le Centre de ressources numériques de l'école indienne de Carlyle situent le nombre d'élèves morts pendant leur scolarité à bien plus de 200, dont environ 186 enterrés dans le propre cimetière de Carlyle. Les parents n'étaient pas toujours informés quand un enfant était malade. Dans certains cas documentés, les familles apprenaient la mort de leur enfant seulement après coup, par une lettre ou parfois pas du tout. Cela, c'était une seule école. Élargissez le cadre, et le propre bilan récent du gouvernement montre exactement à quel point le schéma s'est étendu. En 2022, puis dans un rapport final publié en juillet 2024, le département de l'Intérieur des États-Unis acheva la première enquête gouvernementale officielle sur l'ensemble du système fédéral de pensionnats indiens, pas seulement Carlyle. Les enquêteurs examinèrent plus de 100 millions de pages de documents. Leur décompte final aboutit à 410 à 7 pensionnats fédéraux indiens opérant dans 37 États et territoires entre 1810 à 9 et 1969. Au moins 973 décès d'enfants documentés dans ces institutions. Au moins 74 sites funéraires marqués et non marqués répartis sur 65 emplacements scolaires différents et plus de 23 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui dépensés par le gouvernement fédéral pour faire fonctionner le système sur environ un siècle. Les enquêteurs ont pris soin de noter que tous ces chiffres sont presque certainement en dessous de la réalité,
Puisque les archives des écoles gérées par des congrégations religieuses et les tombes non marquées sans pierre tombale sont, par nature, incomplètes. Si une histoire comme celle-ci, une histoire que l'histoire a tendance à survoler pour aller directement aux batailles de cavalerie et aux hors-la-loi, est le genre de choses dont vous voulez plus, cette chaîne consacre l'essentiel de son temps aux aspects de l'ère de la frontière qui sont habituellement laissés de côté. S'abonner signifie que vous ne manquerez pas la prochaine vidéo. Mourir n'était pas la seule chose que ce système faisait aux enfants, et ce n'était pas la seule chose que les enfants lui faisaient en retour. Tous les élèves et toutes les familles n'acceptèrent pas ce qui se passait sans se battre. Une partie de cette résistance était discrète. Des élèves continuaient à parler leur langue en secret, dans les dortoirs après l'extinction des feux, dans des échanges chuchotés entre les corvées, s'accrochant à des mots que l'école avait explicitement essayé de leur prendre. Certains conservaient leur nom d'origine en privé, l'utilisant entre eux tout en répondant à un nom anglais imposé devant le personnel. Les fugues étaient suffisamment fréquentes pour apparaître de manière répétée dans les propres registres disciplinaires de l'école et dans les articles de journaux des villes proches de Carlisle et d'autres pensionnats des élèves se glissant hors de l'enceinte et tentant le long. Voyage de retour à pied ou en sautant dans des trains, réussissant parfois, le plus souvent rattrapés et ramenés. Le parcours de Zitkalasa trace l'un des arcs les plus remarquables dans les archives. C'était la même fille qui, à 8 ans, avait été traînée dessous un lit et à qui on avait coupé les tresses de force. Elle devint écrivaine et musicienne, et pendant quelques années, elle enseigna même à Carlisle, travaillant à l'intérieur du système même qui l'avait traumatisé enfant. Cela ne tint pas. Elle et Pratt s'affrontèrent de manière répétée et publique au sujet de la discipline militaire de l'école, et elle finit par partir pour devenir l'une des critiques publiques les plus éloquentes du système des pensionnats, écrivant des essais qui exposaient en détail précis ce que l'institution lui avait coûté, à elle et à des milliers d'enfants comme elle. Les parents résistaient aussi, avec bien moins de moyens que leurs enfants. Certains cachaient leurs enfants quand les agents venaient dans une réserve collecter des noms pour l'année scolaire suivante. Certains refusaient les rations plutôt que de céder à la pression d'inscrire un enfant, acceptant la faim comme le prix à payer pour garder leur famille unie un peu plus longtemps. Rien de tout cela n'arrêta le système. Cela ralentit les choses dans des endroits précis pour des familles précises, et cela fait partie des archives historiques précisément parce que les familles autochtones n'ont jamais traité ce qui leur arrivait comme quelque chose à simplement absorber en silence. Pour les élèves qui réussissaient à aller au bout du programme complet, parfois 4 ans, parfois bien plus, le retour à la maison portait sa propre cruauté particulière. Un enfant envoyé au loin à 6 ou 7 ans, à qui il avait été interdit de parler sa langue pendant tout ce temps, revenait à 11 ou 12 ans dans une réserve où ses parents, ses frères et sœurs et ses grands-parents ne parlaient presque rien d'autre. Certains élèves de retour découvraient qu'ils ne pouvaient plus tenir une conversation complète avec leur propre mère. Ils étaient devenus couramment anglophones, compétents dans des métiers industriels, dans l'exercice militaire et dans l'étiquette spécifique d'un pensionnat pennsylvanien, et rien de cela ne se traduisait dans le monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Ils n'étaient plus vraiment chez eux nulle part, ni tout à fait le citoyen assimilé version Carlisle, ni tout à fait l'enfant dont leur famille se souvenait avoir envoyé au loin. Ce type particulier de déracinement devint l'une des conséquences les plus constantes et les moins discutées du système des pensionnats. Au début du XXe siècle, le modèle de Carlisle avait été reproduit des dizaines de fois. Des écoles hors réserve bâties sur le même modèle d'immersion totale ouvrirent en Oregon, au Kansas, en Oklahoma, en Arizona et ailleurs, dirigées par la même agence fédérale, suivant en grande partie le même rythme d'exercice militaire, de travail non rémunéré et d'instruction forcée en anglais. Carlisle elle-même fonctionna jusqu'en 1910 à 8, quand l'armée récupéra les casernes pendant la Première Guerre mondiale et ferma l'école. Mais à ce moment-là, le système qu'elle avait inauguré avait depuis longtemps dépassé son site d'origine. Pendant un temps, l'enthousiasme pour ce système, du moins parmi les fonctionnaires qui le dirigeaient, resta assez stable. Puis, dans les années 1920, la pression publique sur les conditions dans les écoles indiennes
devint suffisamment forte pour que le secrétaire à l'Intérieur Hubert Work commande une enquête indépendante. L'étude qui s'ensuivit, publiée en 1928 et généralement connue sous le nom de rapport Merriam, fut d'une franchise que les rapports fédéraux sur la politique autochtone avaient rarement eue jusqu'alors. Elle conclut que les dispositions des pensionnats pour les enfants étaient grossièrement inadéquates. Elle documenta la malnutrition, la surpopulation, l'insuffisance des soins médicaux et un système qui fonctionnait substantiellement grâce au travail non rémunéré des enfants même qu'ils prétendaient éduquer. Des survivants décrivaient exactement ces conditions dans des lettres et des plaintes depuis des décennies avant 1928. Presque personne en position de changer la politique fédérale n'avait prêté une oreille attentive. Le rapport Merriam est le moment où les choses commencèrent à bouger, au moins partiellement. Les dépenses fédérales pour l'éducation autochtone doublèrent à peu près dans les années qui suivirent, principalement pour améliorer les conditions matérielles et l'alimentation, et la politique s'éloigna progressivement des pensionnats hors réserve, comme Carlisle, pour se tourner vers des écoles de jour construites dans les réserves elles-mêmes, plus proches des familles. Plusieurs des institutions hors réserve d'origine fermèrent dans les années qui suivirent, en partie pour faire des économies, en partie sous la pression publique. Le changement fut progressif, pas immédiat, et il ne fut pas total. Des versions du système que le gouvernement recense désormais officiellement continuèrent à fonctionner sous diverses agences et sous diverses formes jusque dans les années 1960. La date de fin de l'enquête du rapport fédéral, 1969, reflète à peu près la durée pendant laquelle des éléments de ce système persistèrent, couvrant près de 150 ans depuis la fondation de Carlisle jusqu'à la fermeture de ses derniers héritiers institutionnels. Ce qui ramène l'histoire à une caserne militaire reconvertie dans le centre de la Pennsylvanie et à 2 enfants qui n'eurent jamais la chance de grandir. Le cimetière des casernes de Carlisle, désormais géré par l'armée des États-Unis, resta en grande partie intact pendant près d'un siècle après la fermeture de l'école elle-même. Cela changea en 2017 quand une membre de la tribu Arapaho du Nord, nommée Yufna Soldier Wolf, mit fin à un combat de 10 ans pour ramener chez eux 3 enfants Arapaho qui y étaient enterrés, les réinhumant dans la réserve de Wind River à Etiti, dans le Wyoming. Son effort ouvrit un processus qui se poursuit aujourd'hui. Des nations tribales travaillant dans le cadre de la loi sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes se sont associées à l'armée des États-Unis presque chaque année depuis pour identifier, exhumer et rendre aux communautés d'origine les enfants morts à Carlisle. Le processus a été lent et, par moments, juridiquement contesté. En 2022, environ 21 enfants avaient été rendus, tandis que bien plus d'une centaine restaient encore en terre à Carlisle. En septembre 2025, l'armée des États-Unis mena son plus grand effort de rapatriement à ce jour, rendant 10 à 9 enfants en une seule opération. En novembre de cette année-là, 6 de ces enfants, tous élèves Cheyenne et Arapaos, furent réinhumés dans un cimetière tribal à Concho, en Oklahoma. Un 17e, un élève séminole nommé Wallace Perryman, fut rendu séparément à la nation séminole. Parmi les 16 réinhumés à Concho ce mois de novembre se trouvaient Matavito Horse et Leah Road Traveler. Le garçon Cheyenne et la fille Arapaho arrivaient à Carlisle avant même que l'école n'ait tenu sa première classe, morts dans les premières années après être descendus de ce train, dont les noms étaient restés inscrits dans un registre de cimetières en Pennsylvanie pendant près d'un siècle et demi. Leurs tribus les ont ramenés chez eux. Toutes les familles n'en sont pas encore arrivées là. Un dossier distinct, porté par la tribu Winnebago du Nebraska, au sujet de 2 de leurs propres enfants toujours enterrés à Carlisle, reste contesté devant un tribunal fédéral, l'armée arguant qu'elle n'est pas légalement tenue de remettre des restes provenant d'un cimetière militaire, même lorsqu'une tribu a satisfait aux critères juridiques prouvant son lien avec le défunt. Des juges d'appel entendant les arguments en 2025 pressèrent les avocats de l'armée sur ce point précis, l'un d'entre eux notant simplement que c'étaient des enfants qui avaient été pris, qui étaient morts sous la garde du gouvernement et qui avaient été enterrés sans le consentement de leur famille dès le départ. Cette affaire continue son parcours dans les tribunaux à l'heure actuelle.
En décembre 2024, le terrain de l'école industrielle indienne de Carlisle d'origine, le même terrain où Matavito Horse et Liarod Traveller, Luther Standing-Bear, Zitka Lassa, Tom Torlino et Jim Thorpe eurent tous un jour les cheveux coupés et leur nom confisqué, fut désigné monument national. L'endroit où Pratt expliqua un jour, en 6 mots, exactement ce qu'il avait l'intention d'effacer, fait désormais, officiellement, partie de la manière dont le pays consigne sa propre histoire. Richard Henry Pratt croyait que la culture d'une personne pouvait être chirurgicalement retirée sans blesser la personne en dessous, qu'on pouvait tuer l'Indien et sauver l'homme proprement sans rien perdre qui comptât. Les enfants qui survécurent à Carlisle et aux centaines d'écoles construites sur son modèle ensuite passèrent le reste de leur vie à prouver que cette théorie était fausse d'une manière qu'aucun discours de 1892 n'avait envisagé. Certains, comme Zitka Lassa, retournèrent l'éducation même qu'on leur avait imposée en armes contre le système qui l'avait infligé. D'autres, tout simplement, ne cessèrent jamais, discrètement, après l'extinction des feux, dans une langue que personne n'était censé entendre, d'être exactement ce qu'ils étaient déjà avant que le train ne quitte la gare. Il a fallu 146 ans pour ramener Matavito Horse et Liarod Traveller chez eux. Environ 150 enfants sont encore enterrés aux casernes de Carlisle ce soir, attendant toujours la même chose.